Je voudrais remercier donc Fadi Rachid d'avoir accepté de venir aujourd'hui à Poitiers. Alors, Fadi est psychiatre à Genève actuellement, mais il est un de ceux qui a travaillé avec Hoffman à Yale University aux États-Unis, et c'est un de ceux qui a pratiquement mis en place cette technique de stimulation magnétique transcrânienne. Donc il va nous en parler. Il est un peu notre base arrière, si je peux dire ainsi, de réflexion sur cette question. Merci Fadi d'avoir accepté de venir. Je vais passer à une description un peu d'une technique qu'on va très probablement utiliser ici, qui est déjà, je pense, utilisée à Poitiers, mais on a juste besoin de mettre en place des PHRC de recherche clinique pour certaines pathologies. Alors, je vais commencer par décrire un petit peu cette technique. TMS est l'abréviation de Transcranial Magnetic Stimulation, donc stimulation magnétique transcrânienne, qui est une technique investigationnelle et de plus en plus thérapeutique, qui a été pour la première fois introduite en 1985 par M. Barker en Grande-Bretagne. Initialement, cette technique a permis d'étudier le fonctionnement donc des réseaux corticaux, sous-corticaux, mais aussi des nerfs périphériques. Et avec le temps, du fait que cette technique modifie la physiologie cérébrale par le biais d'impulsions électromagnétiques focalisées, nous avons un stimulateur donc qui va générer des impulsions électriques ultra brèves qui vont passer par une bobine. Ces impulsions électriques vont induire un champ magnétique de variation rapide de l'ordre de 1,5 à 2 Tesla qui va rapidement passer la boîte crânienne sans impédance, sans résistance, et qui, à la surface du cortex, selon la région qu'on stimule, va réinduire un courant électrique de plus faible intensité, certes très rapide, mais assez suffisant pour dépolariser les neurones corticaux et les réseaux sous-corticaux. Voici donc l'appareil, avec le fauteuil qui vient avec. Donc on a l'appareil principal qui est relié à une bobine. Alors je ne sais pas, enfin que la lumière, on ne voit pas très bien, je pense, mais dommage. Et puis, on montre effectivement le champ magnétique, le passage du champ magnétique, donc la bobine, l'induction du champ magnétique perpendiculaire qui passe sans embâge à travers la boîte crânienne et qui va, à la surface du cortex, créer un champ électrique qui va dépolariser les neurones et qui va, selon que la fréquence est faible, c'est-à-dire de l'ordre de moins de 1 Hz, elle va dépolariser, mais elle va décroître l'excitabilité et probablement stimuler des neurones inhibiteurs GABAergiques. Lorsqu'une fréquence de plus de 5 Hz est utilisée, on va plutôt augmenter l'excitabilité corticale. Et selon la fréquence utilisée, bien sûr, on va généralement moduler l'excitabilité des zones corticales et sous-corticales qui sont impliquées dans des physiopathologies et des troubles neuropsychiatriques. Maintenant, il y a trois manières d'utiliser la stimulation magnétique transcrânienne. Si on a des impulsions uniques, on va créer un comportement, c'est-à-dire on va avoir le mouvement du pouce, par exemple. Si on a des impulsions électromagnétiques de manière répétée, on va créer ce qu'on appelle la RTMS, qui va avoir des effets plus durables dans le temps, par exemple des effets antidépresseurs, des effets anti-hallucinatoires, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, généralement parlant, la RTMS, qui est bien étudiée maintenant depuis de nombreuses années, présente, je dirais, peu d'effets adverses. Il y a des céphalées de l'ordre de 5 à 20%, qui répondent bien aux antalgiques. Les effets à long terme ne sont pas encore très bien étudiés, mais il y a de plus en plus d'études maintenant qui s'intéressent à ce domaine, surtout l'histotoxicité des champs magnétiques et électromagnétiques au niveau du cerveau, les effets sur le sommeil, sur la cognition. Les effets sur la cognition sont plutôt positifs. Il y a vraiment, dans la majorité des études, une absence d'effets neurocognitifs adverses ce qui n'est pas tout à fait la même chose avec la sismothérapie, ou ce qu'on appelle l'électroconvulsiothérapie, qui est associée très fréquemment à des troubles cognitifs, malgré une efficacité assez prouvée.
il peut y avoir des crises d'épilepsie, mais les cas rapportés dans la littérature sont de l'ordre de 16 cas, probablement 18 jusqu'à maintenant. C'est un effet secondaire très rare si on fait attention aux recommandations et aux consignes de sécurité qui ont été adoptées par la Fédération internationale de neurophysiologie clinique, dont la dernière réunion a eu lieu à Sienne en 2008. J'ai publié moi-même un cas en 2006 de manie, enfin un épisode mixte chez une patiente qui avait donc bénéficié, enfin pas bénéficié, mais qui avait effectué des séances de stimulation magnétique transcrânienne. Il y a eu quelques cas aussi de manie, d'hypomanie chez des patients principalement bipolaires en phase dépressive. Il est vrai que la stimulation magnétique a des effets antidépresseurs et pourrait causer des réactions maniaques. Les contre-indications à la RTMS sont principalement les contre-indications à l'IRM, donc objet métallique intracrânien. Épilepsie, bien qu'à Harvard, maintenant, il y a des études qui essaient d'utiliser ou qui essaient d'étudier l'efficacité de la RTMS dans le traitement des épilepsies réfractaires. La grossesse reste une contre-indication relative, je dirais. Il y a certaines études maintenant qui incluent des femmes en phase de grossesse déprimées. Les abus de substances, il y a aussi de la recherche qui se fait dans l'addiction, et les troubles neurologiques associés à des crises commerciales. Maintenant, est-ce que la RTMS pourrait être considérée comme une nouvelle approche thérapeutique? Il y a effectivement un intérêt croissant dans la communauté scientifique et clinique de par le monde. Il y a de nombreux travaux qui ont été réalisés dans différents troubles neuropsychiatriques, que ce soit la dépression, le trouble bipolaire, la manie, les hallucinations dans le cadre de la schizophrénie, mais également les symptômes négatifs de la schizophrénie. De plus en plus d'études dans le TOC, le PTSD. Ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est de développer des projets PHRC, RTMS et TOC. Généralement, au niveau de la dépression et des hallucinations, il s'agit plutôt d'une thérapie antidépressive et anti-hallucinatoire prometteuse avec des effets secondaires minimaux, je dirais. Aucune anesthésie est requise et ce traitement peut être effectué dans un cadre ambulatoire. Bien sûr, avec faire attention bien sûr aux consignes de sécurité quant à la dose qu'on choisit, quant à l'intensité de simulation, aux fréquences et autres. Maintenant, si on va faire un survol rapide des études cliniques en psychiatrie qui ont, jusqu'à il y a quelques années, été caractérisées par leur hétérogénéité en termes d'échantillons de patients, de taille de population, qui était souvent limitée, de degré de pharmacorésistance des patients, des physiopathologies, des catégories sémiologiques de sujets qui ont participé à ces études. Les designs d'études hétérogènes, études ouvertes, en croisée, double aveugle, avec aussi des problèmes dans le choix et dans la fiabilité du placebo. Heureusement, depuis 2-3 ans maintenant, je crois un peu plus, les compagnies qui fabriquent ces appareils fabriquent aussi des bobines sham, donc des bobines placebo, donc ce qui permet d'avoir une meilleure fiabilité au niveau du design des études. La localisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on stimule la zone préfrontale à 5 cm ou à 6 cm antérieure ou postérieure, ce sont des questions qu'on se pose et effectivement l'utilisation de la neuronavigation permet de plus en plus de répondre à ces questions. Ce qu'il nous faut, c'est des études à grands effectifs, des études cliniques qui utilisent la neuronavigation. La première fois, la RTMS est utilisée dans le traitement du trouble dépressif majeur en 1993. Il y a eu plusieurs méta-analyses qui montrent vraiment une supériorité statistiquement significative de l'effet antidépresseur de la RTMS par rapport au placebo, sauf que la question de la valeur clinique ou de la signification clinique demeure encore posée. Généralement, on parle de taux de répondeur de l'ordre de 40 à 60% et de taux de rémission de l'ordre de 25 à 40%, mais ça dépend des études. Il y a des études qui montrent des tailles ou bien des résultats moins probants que ceux-ci. Donc il y a une revue de littérature. Moi, j'avais fait aussi une revue en 2006. Ce qui ressort des méta-analyses et des études, c'est que la task force de la World Federation of Societies of Biological Psychiatry, donc la Fédération mondiale des sociétés de psychiatrie biologique, a recommandé, avec une preuve de niveau 1 en 2010, l'utilisation de la RTMS comme traitement antidépresseur chez des personnes adultes, non psychotiques,
souffrant de dépression modérément résistante, je dirais, à au moins 2 antidépresseurs. Bien sûr, quand on a plurirésistance, des patients qui sont résistants à 5 ou 6 antidépresseurs, quasiment rien ne marche, je veux dire, et on commence à réfléchir à d'autres traitements. La FDA aux États-Unis a même approuvé la rTMS pour le traitement des dépressions majeures chez des adultes après non-réponse à un traitement antidépresseur. Il y a de grand nombre de centres qui pratiquent cette technique. Si on revoit un peu les méta-analyses, on va voir que les tailles d'effet ont augmenté avec le temps. Shooter 2010, 0,63. Shooter 2009, et là on parle de la stimulation du côté droit, on est à 0,39, ce qui est assez faible. Gross 2007 parle de 0,76, alors qu'en 2003 on était à 0,35. Donc on a des tailles d'effet, je dirais, modérées à puissantes. Dans la schizophrénie, il y a aussi pas mal de recherches qui se fait, particulièrement puisque 25% des patients, c'est pas plus aussi, souffrent de symptômes positifs et négatifs qui sont réfractaires au traitement antipsychotique. Je crois que même 25% est une valeur un petit peu plutôt vers le bas. La stimulation magnétique transcrânienne a surtout été utilisée et étudiée dans le traitement des hallucinations auditives avec de très bons résultats. Effectivement, les méta-analyses, je dirais, pour les hallucinations auditives sont encore un peu plus puissantes. Les résultats sont encore légèrement plus puissants que ceux de la dépression de taille, et 1,04 l'étude de Freitas, qui est le groupe à Harvard, qui a fait une méta-analyse des études randomisées, contrôlées sur les hallucinations auditives. Quand on compare cela avec les symptômes négatifs, on arrive avec des tailles d'effet beaucoup plus faibles. On est à 0,27 ou 0,39, probablement 0,43, mais on en est encore au début. Puis, il reste bien sûr d'autres psychopathologies. Donc, la dépression majeure, bipolaire, la schizophrénie surtout au niveau des hallucinations auditives, mais également les symptômes négatifs sont, représentent la majorité des études rTMS, les études cliniques. Nous avons récemment revu la littérature avec NEMAT, donc notre revue de la littérature est en phase de publication dans le World Journal of Biological Psychiatry. Une méta-analyse qui avait été publiée en 2010 avait montré que la taille d'effet de la rTMS versus placebo pour les TOC était de l'ordre de 0,15, ce qui est extrêmement faible, donc on ne recommande pas l'utilisation de la rTMS pour traiter les TOC. Cependant, dans notre revue de la littérature, ce qu'on avait remarqué, c'est que bien que la rTMS préfrontale était plutôt inefficace, bien sûr on dira que les tailles, les puissances statistiques de ces études sont assez faibles, donc même s'il n'y a pas de différence, différence entre le placebo et le groupe actif, on pourrait dire qu'il n'y a probablement aucun effet. Il nous faut des études à grands effectifs. Par contre, ce qui est sorti, c'est que la stimulation de l'aire motrice supplémentaire et du cortex orbitofrontal dans au moins 4 études contrôlées avait montré une différence statistiquement significative de la rTMS active par rapport au placebo. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre en place des études à grands effectifs, de puissance statistique assez importante, pour pouvoir vraiment étudier cette différence, pour pouvoir également étudier la neurobiologie, puisque la rTMS n'est pas seulement, je dirais, un outil thérapeutique, mais un outil investigationnel extrêmement important qui nous permet, avec l'imagerie, avec les électroencéphalogrammes, avec l'oculométrie, avec la neurophysiologie, d'étudier le comportement de différentes zones du cerveau dans les psychopathologies, y compris dans le TOC. Les addictions aussi sont un domaine qui devient de plus en plus intéressant au niveau de la recherche clinique avec la rTMS. Au niveau tabagisme, alcool, cocaïne, et je rejoins ce que David disait tout à l'heure par rapport au rôle du cortex préfrontal dorsolatéral dans le craving à la cocaïne. Effectivement, 2 études contrôlées récentes, donc 2007, Camprodon et Mishra 2010, qui ont rassemblé des patients alcooliques dans une étude et cocaïnomanes dans d'autres, ont montré que la rTMS à haute fréquence du cortex préfrontal dorsolatéral droit avait tendance à réduire le craving chez ces personnes-là. C'est intéressant de montrer que, par contre, que 3 études contrôlées sur le tabagisme ont utilisé la stimulation magnétique avec de hautes fréquences de l'autre côté, à gauche, et ont aussi démontré une diminution du craving. Voilà, un domaine très intéressant. Je vous remercie de votre